On va ouvrir un chapitre gauche, si vous voulez bien, quand même, parce qu'il faut qu'on en parle et on a quand même pas mal de choses à dire. On va ouvrir ce chapitre. On a commencé à parler de Jean-Luc Mélenchon et on va en reparler substantiellement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il est le troisième homme de cette présidentielle, sa troisième candidature à la présidentielle. Est-ce que ce sera sa dernière? On verra. Mais on va, pour lancer ce chapitre, écouter la réaction de Yannick Jadot, le candidat écologiste, crédité ce soir d'un score assez faible, autour de 4%, 4-5%. Et vous le savez, c'est peu dire. Pourtant que ces enjeux vitaux pour notre pays, vitaux pour nous et nos enfants, ont été largement ignorés dans cette campagne confisquée. Nous en tirerons toutes les leçons. L'écologie sera donc absente du second tour. Elle ne peut pas l'être du quinquennat. C'est pourquoi il faudra bien et vite, très vite, lors des élections législatives, regarder et enfin voir la situation en face et agir. Il faudra bien voir l'urgence vitale de la bataille pour le climat et la biodiversité. Il faudra bien voir les menaces contre la démocratie, ici et en Europe. Il faudra bien sortir d'une société morcelée, bloquée, empêchée, méprisée, qui tourne le dos à la jeunesse. Il faudra entendre la voix et répondre enfin à celles et ceux qui réclament plus d'égalité et de justice sociale. Je sais que la mission historique des écologistes est de faire entrer la France dans ses combats de vie et de dignité. Les élections législatives en seront l'occasion. L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlécologie.fr pour faire un don. Nous ne lâcherons rien. Je ne lâcherai pas. L'état du pays l'impose. Ce soir, nous prenons une fois de plus nos responsabilités, sans hésitation, sans ambiguïté, car l'écologie, c'est la République. J'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne Je les appelle à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril. Donc, un appel à voter Emmanuel Macron. Alors, le dessin de Thibault Soultier pour commencer. Ou recycler Yannick Jadot avec les autres coquilles vides. Aïe. Oh, c'est rude. C'est rude. Fabien, sur le score de Yannick Jadot. On sait qu'à un moment, il est parti dans cette campagne en se disant je vais réussir à rassembler autour de moi. Finalement, il avait à la fois un programme sur certains aspects proche de celui de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la question écologique, donc assez radical, assez à gauche, et en même temps une posture dans cette campagne qui était de vraiment s'adresser à l'ensemble des Français, vraiment de même gommer parfois des aspects faisant peut-être trop radicaux quoi, dans son projet, dans la façon dont il parlait. Ça n'a pas visiblement convaincu. Oui, mais enfin, on peut aussi prendre les choses de manière différente. C'est que en fait, c'était un candidat écologiste. On sait que les écologistes ont un problème particulier avec cette élection présidentielle qu'ils jugent. Et bon, à Mediapart, quelque part, on raconte aussi un peu la même chose, comme une sorte d'exercice césariste dépassé par rapport à la culture politique que eux défendent. Et ça reste quand même le deuxième meilleur score des écologistes à la présidentielle derrière Noël Mamère. Était sur une ligne de dire en fait, comme c'est l'élection, ça reste l'élection reine, en attendant d'être dans un autre système, quelque part, on s'adapte à ces règles du jeu. Et c'est un de ceux qui a le plus joué cet aspect, je me rends présidentiable et donc je sacrifie à tous les rituels, les codes de l'exercice. Sauf qu'on voit bien que, en fait, il fait, vous dites le deuxième score, mais du coup, il fait sous ce que faisait Noël Mamère il y a 20 ans pour une force
qui donc a 20 ans de plus, avec des thématiques qui ont quand même plus imprimé dans l'opinion sur les thèmes voilà, climat, biodiversité et ainsi de suite. Mais qui depuis a conquis des villes en plus. Il y a eu... Qui a eu ça Florent pourra aussi en parler, parce qu'il a beaucoup travaillé sur cet aspect de conquête aux élections intermédiaires, qui a nourri un discours chez les écologistes de dire maintenant c'est notre tour, la social-démocratie, vous avez vu, c'est terminé, dégagé, maintenant c'est à nous. Mélenchon c'est un populiste, il n'a pas compris le sens de l'histoire. Et donc aujourd'hui on voit que ce récit se fracasse. Alors après les raisons, on peut incriminer la campagne, on peut incriminer sans doute une organisation qui était, contrairement à celle de Mélenchon, mal préparée, mal adaptée à l'élection présidentielle, mais visiblement il y a un aspect plus profond de crédibilité de la force politique elle-même. Je pense que ça va bien au-delà de Yannick Jadot pour l'élection présidentielle. Peut-être juste pour ajouter à ce que dit Fabien, je pense qu'on peut, c'est une lecture à mon avis qui est tenable, on peut prendre les 20% de Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui comme aussi en partie un vote écologique qu'il faudrait additionner aux 4,5% de Jadot. Je dis ça pourquoi ? Parce que vous l'avez dit vous-même, quand on compare les volets écologiques des programmes, effectivement, les choses sont quand même assez proches. Mais c'est aussi l'ensemble des ONG, des associations environnementales qui ont fait le comparatif, qui, pareil, grosso modo, mettent ces deux candidats-là loin devant tous les autres. Et dernier point, peut-être, on a des collègues du collectif Quantité Critique qui mènent des enquêtes depuis pas mal d'années là dans les marches sur le climat. Et sur la sociologie et notamment tout simplement les affinités électives en fait des jeunes, de la jeunesse qui marchent pour le climat. Et il y a 2-3 ans de ça, c'était le vote Jadot ou le vote Europe Écologie Les Verts qui était devant, me semble-t-il, et ça s'est assez récemment mais inversé. Dans la dernière marche, là, qui ont fait passer un questionnaire, visiblement, là, il y a 2 jours. D'ailleurs, on a vu beaucoup d'activistes du climat, parfois connus, appeler à voter Jean-Luc Mélenchon et pas Yannick Jadot. Voilà, pour dire que je pense que si on veut essayer de mesurer quel est le vote écologique à cette élection présidentielle, il ne faut pas juste prendre Yannick Jadot en compte. Ouais, et il y a un élément, évidemment, de vote utile ou de vote barrage qui a été pris en compte dès le premier tour. Ça, je pense que ça, effectivement, ça a joué à plein, mais ça avait déjà joué à plein la dernière fois. Mais juste, je rajouterai un point parce que il y a 5 ans, on avait vu comme ça dans le dernier mois, Jean-Luc Mélenchon gagner 4 points sur une logique de vote utile déjà, puisque c'était la course de vitesse. Et en fait, moi, j'avais regardé sur la grosse enquête qui se basait sur le sondage sorti des urnes de l'IFOP. Parmi les 4 premiers candidats, on avait questionné l'électorat sur est-ce que vous avez voté pour lui. Alors c'était Macron, Fillon, etc., Le Pen et Mélenchon. Est-ce que vous avez voté pour lui? Et c'était telle quelle la question de l'IFOP, pour des raisons de conviction ou pour des raisons de calcul de vote utile. Et en fait, étonnamment, Jean-Luc Mélenchon, parmi les 4, était celui qui était le plus un vote de conviction. Donc attention à ça, il faudra voir aussi si on a le même type d'enquête qui est fournie cette année-là, mais voilà, c'est bon, au-delà du fait que c'est des catégories vote utile qui sont... Mais pour aller dans le sens, avant peut-être de passer la parole à Florence sur la construction de l'écologie politique, en fait, quand on parle de vote utile, il faut faire attention, parce que cette idée de vote utile ou de vote qui entraîne la force, quelque part, ça vient forcément à un moment où la personne a fait la preuve qu'elle pouvait être justement devant. Il faut se souvenir qu'il y a 5 ans, il y a une période où, dans ces fameux sondages que tout le monde regarde, Benoît Hamon était devant Mélenchon. Donc ça veut dire que les dynamiques de campagne, elles jouent aussi. Et la capacité à faire une bonne campagne et à imprimer dans l'opinion qu'on peut être un meilleur candidat, ça joue aussi. Et là, ça a joué également pour un Mélenchon qui était donné des fois à 2 fois moins au début de campagne. Jadot, ouais. Manuel Cervera-Merzal, à votre avis, qu'est-ce qu'a réussi Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne et qu'est-ce qu'il n'a pas réussi? Vous dites qu'il fait le même score finalement que la dernière fois, donc il y a une grande stabilité finalement de Jean-Luc Mélenchon à cette présidentielle, sur des niveaux hauts, en même temps loin, vous le dites, des 2 premiers, contrairement à la dernière fois. Donc qu'est-ce qui explique éventuellement ce delta? Est-ce que là, à votre avis, on est au niveau haut de ce que peut finalement la gauche aujourd'hui? D'ailleurs, on peut voir, les Hidalgo, Jadot sont assez bas, donc peut-être qu'il y a eu ces derniers temps des gens qui se sont déplacés de ces votes-là pour voter Mélenchon, ça on pourra le mesurer. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Dans l'histoire de la Ve République, si on fait le total des votes, des pourcentages de gauche au premier tour de la présidentielle, jamais la gauche n'avait été aussi faible qu'il y a 5 ans, elle avait fait à peu près 27% au total. Tout à fait. Là, on verra bien, mais visiblement on est à 27, 28, 29, il faudra voir à la fin. Donc en fait, jamais la gauche n'a été aussi faible. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour des raisons, on pourrait longuement ici discuter sur pourquoi la gauche
gauche est si faible aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que la gauche, lors des élections présidentielles, ne peut pas faire plus? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a des indicateurs qui nous disent qu'aujourd'hui, bon, par exemple, quand on teste des idées comme ça, on fait des grandes enquêtes d'opinion et on teste, est-ce que vous pensez qu'il faut une meilleure répartition des richesses? Est-ce que vous pensez que le capitalisme fait du tort à la nature? Est-ce que vous pensez que le pouvoir politique est trop concentré au niveau de l'exécutif? Enfin, vous testez des idées de gauche sans les labelliser gauche. En fait, vous voyez qu'il y a sur tout un tas de propositions de sens commun, il y a une majorité et parfois une vaste majorité des Français qui se prononcent pour ces idées. Nona Mayer le disait d'ailleurs tout à l'heure. Il y a une différence entre le résultat électoral et ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion, notamment sur d'autres sujets, pas juste les sujets sociaux, les sujets aussi qui concernent le racisme, etc. Ouais, tout à fait, sur les questions de tolérance. Enfin, là-dessus, il faut aller voir les enquêtes de notre collègue Vincent Tiberge qui sont très intéressantes là-dessus. Là, fondamentalement, la société française, on ne peut pas dire qu'elle soit à droite. Et d'ailleurs, quand on regarde aussi un peu du côté de la rue, parce que la politique, c'est pas juste l'isoloir et c'est pas juste la présidentielle. Du côté de la rue, bon, c'est pas, bon, même s'il y a des agressions de la part de fascistes qui s'en prennent à des homosexuels, des arabes, etc. C'est aujourd'hui quand même la rue, elle reste plutôt, elle appartient aux gilets jaunes, elle appartient aux marcheurs pour le climat, elle appartient aux syndicats qui organisent des manifestations monstres contre la réforme des retraites. Donc il y a une vitalité, une effervescence quand même, une conflictualité en fait sociale de gauche qui se traduit. Alors là, pour le coup, on ne peut pas y répondre. C'est réflexion quotidienne. Est-ce qu'elle n'a pas travaillé, cette gauche, pendant 5 ans? Est-ce qu'elle a suffisamment travaillé? La gauche partisane, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait faire, je pense, en fonction de tout simplement l'état de la société française. Est-ce que les torts sont du côté des partis politiques? Oui, en partie, parce que voilà, il y en a un certain nombre qui se sont tournés vers des politiques de plus en plus néolibérales. Ils se sont largement embourgeoisés, ils ont vieilli aussi dans leur composition militante, ce qui fait qu'on a des partis et des élus qui aujourd'hui ne sont plus du tout à l'image de la société. Mais si vous voulez, les torts ne sont pas uniquement du côté des partis. Je parle de torts, ce n'est pas le bon terme, mais les torts sont aussi en partie du côté de la société civile, de la société civile de gauche, on s'entend, qui effectivement a pris ses distances petit à petit avec les urnes, avec les partis, en considérant que ces choses-là, c'était pas adéquate et que ce qu'il fallait, c'était de l'action associative, de l'action directe. Et donc il y a, en tout cas, ce que j'observe, c'est quand même un fossé qui existe entre les deux et dont le résultat de ce soir me semble être l'une des manifestations. Et je crois que le dessin de Thibault, c'est autour de l'écologie, justement, et du deuxième tour. Oui, le rapport du GIEC disait plus que 3 ans avant l'irrémédiable. Donc Macron-Le Pen, avec qui passer ces 2 ans, 11 mois et 24 jours qu'il nous reste? Laurent Gougou, peut-être sur ce dessin d'ailleurs, mais plus largement sur ce dont on parlait, à la fois ce niveau haut là de la gauche en ce moment, qui semble être un niveau bas en tout cas, mais qui semble son niveau maximum. Et ce qu'on disait sur les écologistes. Oui, d'abord ce qu'on disait, c'est que dans les préoccupations des Français, telles que mesurent les enquêtes d'opinion actuellement, l'environnement venait en 3e position avec 26%. Donc en fait, il y a des préoccupations qui sont très puissantes et puis le pouvoir d'achat qui a explosé à peu près tout. Vous avez des préoccupations qui sont attachées au parti de gauche qui étaient là dans le débat public, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout à l'heure aussi, on a commencé l'émission en disant qu'en fait, on avait l'impression que la gauche était absente. En fait, la gauche a été formidablement présente lors de cette élection. Il y avait un candidat pour le PS, un candidat pour ELV, un candidat pour le Parti communiste, un candidat pour la France insoumise et 2 candidats trotskistes. En fait, elle a été pendant la campagne officielle numériquement très présente, et même donc, en temps de parole qui était accordé aux candidats, de fait, elle a même occupé plus de temps d'antenne que les autres au cours des 2 dernières semaines. Ça me permet déjà de rajouter un point supplémentaire sur ce qu'a réussi Jean-Luc Mélenchon. Au fond, Jean-Luc Mélenchon, il a réussi la même chose que ce qu'il avait réussi il y a 5 ans, à savoir montrer quand il y a la campagne et que tout le monde, on peut comparer les gens parce qu'on a le même temps d'antenne pour tout le monde, parce qu'on a des débats et qu'on peut les voir. En fait, il a montré qu'il était le meilleur candidat de gauche lors de l'élection présidentielle. En fait, il est celui qui paraît le plus capable, le plus crédible aux yeux des électeurs, le meilleur orateur. Celui qui, même s'il honnie ces institutions, en tout cas, il semble les honnir. Et il dit que si jamais il est arrivé au pouvoir directement, on supprimait la 5e République. En fait, il est formidablement bien adapté à cette élection, Jean-Luc Mélenchon. Alors que d'autres,
en fait, montrent qu'ils n'en veulent pas, mais en plus, ils ne sont pas du tout adaptés pour cette élection-là. Tout à l'heure, Fabien disait, oui, Yannick Jadot, il a joué le jeu. Et effectivement, on le voyait encore tout à l'heure dans son superbe costume. Vous voyez, en fait, il avait un superbe costume de président de la République, mais il paraissait un peu étriqué, en fait, comme si ça lui allait pas si bien que ça, en fait. Et c'est ça la représentation qu'ont les électeurs quand ils comparent un peu tous ces candidats de gauche. Résultat, ça me permet aussi de dire ce que n'a pas réussi Jean-Luc Mélenchon. Si je disais qu'il y avait 4 candidats, c'est qu'à la fin, il n'y en avait que 2 des candidats. Il n'y avait que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sur l'espace qui va de la FI jusqu'au PS, en passant par EELV et le PCF. Mais en fait, ça tient aussi à Jean-Luc Mélenchon le fait que Fabien Roussel était candidat. Et ça faisait en 2012 et en 2017, les communistes étaient avec Jean-Luc Mélenchon. Et il doit aussi s'interroger de savoir pourquoi est-ce que les communistes... Il y a un schisme dès 2017 très rapidement avec les communistes. Et ça tient... Enfin, ce ne sont pas les électeurs écologistes, ce ne sont pas les électeurs socialistes, ce n'est pas le reste enfin, c'est pas les Français en général qui ont conduit à ce qu'il y ait cette séparation entre la FI et le PCF, et ça tient largement en partie à Jean-Luc Mélenchon. Manuel Cervera-Merzal, là-dessus, vous avez écrit ce livre sur la France insoumise, ce mouvement gazeux, comme Jean-Luc Mélenchon tient à le dire. Est-ce que d'ailleurs, justement, cette forme de mouvement gazeux très autour de sa personne, là encore, justement, même si il tient à dire qu'il n'est pas évidemment le seul et à montrer un collectif autour de lui, est-ce que cette organisation-là et les questions afférentes à cette organisation, ça peut expliquer justement un certain nombre d'insuffisances, peut-être, ou ces aspects justement de difficulté à nouer des alliances, à garder des alliances sur le long terme. Comment vous analysez ça? Alors moi je pense que cette forme gazeuse, c'est le terme qu'il emploie. Moi j'ai parlé d'anarcho-césarisme, mais bon c'est plus compliqué, c'est plus loin à expliquer, mais cette forme d'organisation, elle a ses forces et elle a ses faiblesses. Sa faiblesse, ses faiblesses, c'est notamment clairement un manque de démocratie interne, l'absence de pluralisme. Le fait aussi que très vite, voilà, ça conduit à se couper aussi de ses potentiels alliés. En revanche, me semble-t-il, la force du type de... Parce que c'est vraiment... la France insoumise devenue Union populaire, c'est un type de fonctionnement qui est très spécifique et qui, je crois, présente un atout, c'est que c'est très efficace pour affronter une élection présidentielle. Là, vraiment, ça permet de concentrer les ressources militantes, les ressources financières, les ressources communicationnelles, les réseaux sociaux, derrière un homme. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il y a 5 ans, avait été jugé comme étant celui qui a fait la meilleure campagne, de loin devant ses concurrents, et y compris par les électeurs de centre et de droite. Donc je crois vraiment que c'est quelqu'un qui a conçu une forme mouvement qui se révèle très adaptée pour ça. Et la preuve, du coup, c'est qu'effectivement, vous faites bien de le rappeler, il fait 20%, donc peut-être même un peu plus, un demi-point de plus qu'il y a 5 ans, alors même que cette fois-ci, il s'est séparé de ses anciens alliés communistes. Ça, c'est quelque chose qui est notable. Après, je voudrais dire un mot quand même sur la suite aussi, parce que je ne sais pas si on en parlera, mais il a lui-même dit, bon, mais alors combien d'hommes politiques ont annoncé qu'ils se retireraient sans jamais le faire, ou en le faisant 2-3 ans et en revenant. Lui-même a dit que ce serait sa dernière campagne présidentielle, il l'a dit très explicitement. Il faut y croire. Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense que le score d'aujourd'hui montre que pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas il représente quelque chose et il est loin en tête, encore plus loin qu'il y a 5 ans, en tête de la gauche aujourd'hui en France. C'est lui qui est à la tête de... Alors on a pu avoir un doute là-dessus pendant le quinquennat qu'on a traversé, parce qu'aux européennes de 2019, Europe Écologie Les Verts 13%, ensuite aux municipales ils prennent des grandes villes, une belle campagne de Fabien Roussel, enfin on a pu douter de ça, mais je crois que aujourd'hui avec ces 20%, il se repose à nouveau comme figure de proue de la gauche. Et ce qui va se retirer, bon, il a 71 ans, ça veut dire que, là, je fais un peu des paris sur l'avenir, mais Joe Biden a été élu l'an dernier, il avait 78 ans. Le général de Gaulle, puisque tout le monde se réfère à de Gaulle, à 76 ans, c'est l'âge qu'aura Jean-Luc Mélenchon en 2027, il était à la tête de l'État. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus compliqué que ça, quoi. En tout cas, ceux qui nous disent Mélenchon va disparaître comme ça parce que c'est sa 3e candidature, et non, je crois que, voilà, il est d'abord, il est là, il est en plein milieu ce soir de la scène, même si c'est une défaite, mais il est quand même au milieu de la scène à gauche. Et par ailleurs, en fait, ce qu'il a construit autour de lui repose de manière tellement prononcée sur sa propre personne que retirer Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est faire s'effondrer tout un édifice qui est une sorte de pyramide inversée. La France insoumise qui tient, je ne vais pas dire ne tient que par lui, parce que c'est pas vrai, la France insoumise tient aussi
Son unité, elle tient à 4 millions d'euros d'argent public qui arrive chaque année, à un groupe parlementaire, à un programme qui a été travaillé. Mais quand même, Jean-Luc Mélenchon, il parle de bon vent gazeux, il disait aussi « je suis la clé de voûte ». Il est la clé de voûte de cette affaire. Et quand on retire une clé de voûte, je suis pas architecte, mais ça s'effondre. Non, mais ça va être un nouveau test au-delà de son destin personnel. C'est-à-dire que on voit bien que, vous savez, le PS a un moment parlé de force motrice. Ils estimaient qu'ils étaient encore la force motrice pour gagner. Bon, eux, récemment. Voilà, et voilà, ils sont auto-intoxiqués par leurs bons résultats aux élections locales qui n'avaient rien à voir avec le niveau national. Mais du coup, la vraie force motrice à gauche au niveau national, on voit bien que c'est la France Insoumise. On voit bien la difficulté, c'est que c'est une formation et un homme qui ne sont pas justement forcément adaptés à faire fructifier sur la continuité, sur un quinquennat, le capital politique a été accumulé là. Effectivement, il avait déjà accumulé ce capital politique-là en grande partie en 2017 là, et c'est comme, je le disais tout à l'heure, c'est comme s'il avait dû pas tout recommencer, mais recommencer en grande partie à le reconquérir pour aboutir à ce nouveau score. Bon, ben voilà, là, il y a 5 ans qui s'annoncent devant eux et où la France Insoumise devra faire la preuve qu'avec ou sans lui, elle est capable d'en faire quelque chose de ces 20%. Parce que ce qui est sûr, c'est que les autres, à côté, ne sont pas capables, seuls, de réussir quoi que ce soit de décisif, en tout cas. Pour en rester à ce premier tour, l'actualité du soir, Philippe Poutou déclare « Notre consigne de vote est claire, pas une voix ne doit aller à l'extrême droite », donc Philippe Poutou du NPA. Pour autant, nous ne donnerons pas de consigne de vote en faveur de Macron, car c'est un pompier pyromane dont les politiques sont une des causes de la montée du Rassemblement national. Pas surprenant comme déclaration. C'était la même chose il y a 5 ans. Voilà. Et il dit la même chose que Mélenchon, du coup. Il dit la même chose que Mélenchon. Nathalie Arthaud, elle, lutte ouvrière, moins de 1%, hein, comme Philippe Poutou renvoie dos à dos Macron et Le Pen sans donner de consigne de vote. Je crois qu'en 2002, lutte ouvrière n'avait pas non plus donné de consigne de vote. Beaucoup d'éléments quand même qui reviennent, en effet, par rapport à 2017. Est-ce que vous vouliez ajouter un mot, Florent, sur ce qu'on disait sur Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est aussi une réponse à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, enfin, au-delà de Jean-Luc Mélenchon, en fait, sur l'état des différents partis de gauche, mon hypothèse actuellement serait plutôt le fait que, selon les types d'élections, ce ne sont pas les mêmes types de partis de gauche qui sont favorisés. L'élection présidentielle, tant que Jean-Luc Mélenchon est à la tête de la France Insoumise, paraît être l'élection qui est la plus favorable. Enfin, en tout cas, que ce soit la France Insoumise qui est la plus avantagée par ce type d'élection. À l'inverse, les élections européennes sont les élections dans lesquelles les écologistes sont les plus à l'aise. C'est historiquement leur scrutin qui est le plus favorable, et ils combinent 2 aspects qui sont vraiment en leur faveur. La première chose, en fait, on n'élit pas des gens pour gouverner. De sorte que tout le rapport complexe qu'ont les écologistes au fait de devoir simplement gouverner, il est complètement effacé. Enfin, quand vous votez pour les européennes, vous ne dites pas que vous allez voter pour le président de l'Europe à ce moment-là. Et deuxième chose, c'est que les écologistes sont aussi ceux qui sont les plus favorables à la question de l'intégration européenne, à un fédéralisme, et donc aucun problème à se mouvoir au milieu de ces enjeux européens, alors que de ce point de vue-là, par exemple, la France Insoumise est plus gênée par ce type d'élection. Et puis après, vous avez des élections dans lesquelles vous avez de la gestion quotidienne, et donc des élections régionales, des élections départementales, des élections municipales, dans lesquelles, là, en revanche, le Parti socialiste a plein de sortants. Et donc lui, il a encore l'appareil qui, actuellement, a le plus de personnes qui sont en responsabilité, ce qui lui donne un avantage comparatif par rapport aux autres. De ce point de vue-là, la percée des écologistes en 2020 et le fait qu'ils aient conquis des nouvelles communes leur permet, au minimum dans les très grandes villes, de devenir des compétiteurs crédibles par rapport au PS. Et aujourd'hui même, les écologistes ont plus de très grandes villes de France que le PS. Mais ces grandes villes, à chaque fois, elles ont été conquises sur la droite. Et donc en fait, c'est pas dans n'importe quels endroits que les écologistes, certes, mais c'est pas surtout le fond, c'est surtout que c'est pas à n'importe quel endroit que ELV a réussi à prendre des communes. Et ils n'ont pas réussi à les prendre sur des sortants de gauche. Par exemple, ils ont échoué de peu, mais ils ont échoué à Lille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont été devancés à Nantes, ils ont été devancés à Rennes. En revanche, ils ont réussi à récupérer des villes qui sont des grands centres urbains dans lesquels se développe, plutôt progresse cette population de cadres supérieurs, de personnes à très haut niveau d'instruction qui votent pour ce camp-là, mais dans lesquels, quand c'était une ville de droite avec des sortants de droite, et bien là, les écologistes ont pu gagner. Mais en revanche, ils n'ont jamais réussi à s'imposer au sein de la gauche. Résultat, ça fait que le PS a continué à conserver son bataillon d'élus locaux. Et l'AFI, en revanche, a quasiment rien de ce côté-là. De sorte, c'est comme s'il y avait une forme de séparation des tâches entre les différents partis de gauche. Mais le fait est qu'à la fin, l'élection présidentielle, celle où il faut être le moins
pour pouvoir il faut qu'il y ait le moins de candidats possible pour pouvoir se qualifier au second tour. Là, chacun avait son diagnostic en se disant, en fait, je suis le meilleur parce que l'un s'appuyait sur les élections locales, l'autre s'appuyait sur les élections européennes, le dernier s'appuyait sur l'élection présidentielle, et reste là, tout le monde pense qu'il a sa chance. Emmanuel Macron est en train de parler, donc on va l'entendre tout à l'heure. Je ne voudrais pas parler au même moment. Juste, ça veut dire qu'en fait, si on vous écoute tous depuis le début de cette soirée, on a quand même là maintenant un paysage politique, maintenant ça s'installe, c'est-à-dire où on a les partis qui sont en compétition pour l'élection présidentielle, sont des partis qui, localement, en tout cas, sont aujourd'hui moins forts, et les partis qui, avant, occupaient le paysage politique de façon centrale, sont aujourd'hui forts localement, gardent leurs ancrages locaux, LR, le PS, et font le score qu'on voit au premier tour de la présidentielle. Emilien Wardial. Oui, on n'aurait pas pour la gauche, mais en fait, c'est aussi vrai à droite. C'est-à-dire que finalement, si on prend, on va dire, la droite au sens très très large, c'est-à-dire de Marine Le Pen, Éric Zemmour, à Emmanuel Macron, passant par Valérie Pécresse, finalement, on a trois forces qui font dessus de 5% à la présidentielle, qui sont trois partis plutôt soit nouveaux, soit extrêmement personnalisés, donc un fonctionnement qui est très dédié à la présidentielle. Et finalement, l'un qui est un parti plus traditionnel, plus structuré, qui est presque un parti d'élus quelque part, et qui lui, par contre, a réussi à faire des scores qui étaient honorables aux élections locales, notamment parce que les sortants ont été souvent reconduits. Et donc c'est qu'on a une forme de différenciation entre vie politique nationale et européenne et vie politique locale qui va être intéressant à voir si ça va survivre, mais c'est vrai qu'on a cette corrélation entre structure des partis en interne et type d'élection. Ouais, cette désynchronisation, on l'observe dans les résultats électoraux, mais surtout elle a une explication, enfin en tout cas une explication potentielle, c'est que les lignes de conflit qui dominent au niveau national, ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission, à savoir, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas dans les termes de certains candidats, les mondialistes contre les nationaux, en fait, pour les élections européennes, ça marche, en fait ça fait sens, mais pour les élections locales, en fait, c'est quoi? Elle est parlé pendant les élections municipales de la ligne de conflit entre les mondialistes et les nationaux. En fait, ça ne fait absolument pas sens. Et donc, c'est comme ça qu'on pourrait expliquer que dans ce nouveau monde politique ouvert depuis 2017, on aurait une forme de désynchronisation de l'arène politique locale et de l'arène politique nationale parce que ce ne sont pas les mêmes types d'enjeux qui sont dominants à chacun de ces niveaux de pouvoir. De la même façon que plein de gens, dans leur pratique ou dans leur engagement, déconnectent leur engagement local de la présidentielle. En fait. Oui, effectivement. Enfin, ça, le vote, effectivement, d'un citoyen type aux élections européennes, aux élections municipales et puis aux présidentielles, on peut voir des choses tout à fait. Là, on peut se faire plaisir en termes d'imagination. On trouvera effectivement dans la réalité ce qui peut en apparence nous paraître comme une contradiction. Mais de ce point de vue-là, c'est en rupture avec la période avant 2007, qui était une période dans laquelle il y avait eu progressivement une forme de nationalisation des élections locales. C'est un phénomène que les chercheurs avaient analysé dès les années 70, dans lesquels à la suite de la refondation du PS, il y avait une clarification des logiques d'alliance au niveau local calée par rapport au niveau national. Donc le PS avait arrêté de faire des alliances avec le centre, par exemple, avait promu l'union de la gauche à tous les types d'élections. Et de sorte qu'il y avait eu de plus en plus une offre politique qui convergeait entre le niveau national et le niveau local. Et c'est cette synchronisation qui aurait disparu depuis 2017. Rapidement, Manuel. Oui, il y a le désalignement du local sur le national, mais c'est aussi il y a le désalignement des électeurs vis-à-vis des partis, c'est-à-dire l'indice d'attachement partisan, c'est-à-dire en fait, est-ce que vous vous sentez proche d'un parti politique et du coup est-ce que vous allez voter pour lui? Ça, c'est quelque chose qu'on mesure aussi sur le temps long et qui a considérablement décru depuis 3 décennies. On va avoir des débats assez houleux au sein des gens qui se reconnaissent dans la gauche. Ce sujet-là, vous le disiez tout à l'heure, pas mal de gens qui peuvent aller à la pêche aussi. Oui, moi je me rappelle que ça avait été fratricide, effectivement, les débats il y a 5 ans déjà sur est-ce qu'il faut voter ou pas pour Emmanuel Macron. Enfin voilà, l'histoire du pompier pyromane dont parlait Philippe Poutou, quoi. Je pense qu'on va revoir les mêmes débats, sauf que là, me semble-t-il, si on se fie aux sondages qui ne sont pas non plus d'ailleurs ce soir, je crois qu'ils vous avez plutôt bien annoncé la couleur, mais pour le second tour, ce que je lisais ces derniers jours, c'est effectivement qu'on est plus proche que jamais. Donc là, ça va rendre le débat peut-être encore plus tendu que jamais. Ce que je note, je ne sais pas comment Emmanuel Macron va se comporter dans les 15 prochains jours, mais en tout cas, je crois, si je comprends bien ce qui est en train de se passer, qu'il va être obligé de faire campagne. Il a en grande partie esquivé, évité la campagne du premier tour. Là, il est obligé de descendre et d'y aller pour le second tour, parce que pour lui-même, il y a péril en la demeure. Et effectivement, je pense, tel que
En vous parlant, j'essaye de faire des calculs et des recompositions dans ma tête, mais je pense effectivement qu'il va avoir besoin d'envoyer quelques petits signaux à la gauche. On a d'ailleurs, on se souvient qu'à son meeting à l'Arena, il avait comme ça repris le slogan de Philippe Poutou et du NPA sur nos vies valent plus que leur profit. Quand même pour faire barrage, puisque c'est encore à nouveau de ça qu'il s'agit, il va falloir qu'il ramène à lui ces fragments de la gauche libérale qui peut-être s'étaient quand même un peu aussi décrochés du vote Macron au fil des 5 dernières années. Est-ce qu'il va sortir une ou deux mesures phares? Est-ce qu'il va juste teinter son discours? Je ne sais pas comment il va faire ça. Qui va s'y laisser prendre? Est-ce qu'au sein des grandes figures, parce qu'il y en a quand même déjà beaucoup du Parti Socialiste et d'Europe Écologie ces 5 dernières années qui ont rejoint la Macronie, donc est-ce qu'il y en a d'autres qui vont continuer à le faire? Honnêtement, je ne sais pas bien. Est-ce qu'il pourra dire quelque chose aux 20% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui pourraient les convaincre? Je doute que ce soit à ces électeurs-là qui s'adressent. Je pense que c'est plutôt, mais ça ne représente pas grand-chose en fait. Finalement, les 4,5% de Yannick Jadot, les 2% d'Hidalgo. Bon, en même temps, comme ça s'annonce serré, 49-51, peut-être que ces 4% Jadot, ces 2% Hidalgo, peut-être qu'il en a besoin aussi et qu'il va falloir qu'il leur envoie quelques signaux. Est-ce que cet électorat-là va se laisser, entre guillemets, séduire une deuxième fois parce qu'on lui a déjà fait le coup il y a 5 ans? Voilà, c'est ça les questions qui se posent. Et juste avant de passer la parole à Fabien, on a appelé à voter Emmanuel Macron ce soir, Fabien Roussel, donc du Parti communiste, oui, tous. on l'a cité depuis tout à l'heure, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, et puis voilà, je n'ai pas tout le monde, mais voilà. Fabien. Non, mais effectivement, il s'est passé 5 ans avec un mandat qui a énervé beaucoup de gens à gauche. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, il y aura une réticence plus forte qu'il y a 5 ans d'aller faire barrage, comme on dit. Maintenant, il faut faire attention parce que, en fait, on disait tout à l'heure, le total gauche, il va être à quoi? Peut-être, ça va un tout petit peu progresser par rapport à il y a 5 ans, il va être à 30%. Ça veut dire que, quand même, en ayant eu 5 ans d'opposition, la gauche sera restée à peu près à cet étiage ou quelques points au-delà. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu non plus des pertes immenses de gens de gauche qui auraient voté Emmanuel Macron et qui tout d'un coup diront oh mon Dieu, en fait, je retourne à mon camp d'origine, vraiment, il a trop trahi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger, je crois, de voir le socle aussi qu'il a conservé d'anciens électeurs venus du centre-gauche. Et pendant les 15 jours qui vont se passer, je pense qu'il va pouvoir marteler à foison surtout les éléments il devrait écouter Nona Mayer à cette émission. Elle lui a donné plein d'arguments pour expliquer pourquoi c'était un projet horrible pour la France et pourquoi lui incarnait quelque chose de plus raisonnable, de beaucoup plus stable pour les gens, surtout par les temps qui courent. Et en plus de ça, il pourra montrer également, preuve à l'appui dans son quinquennat, qu'il n'a pas été un dogmatique. J'évoquais tout à l'heure le quoi qu'il en coûte avec Anne-Cécile Douy. Il pourra dire, regardez, quand il a fallu recourir à de la dépense publique, j'ai pas été un idéologue comme les gens des Républicains, j'ai su faire ce qu'il fallait. Donc je pense qu'il a un stock d'arguments quand même assez conséquent. Alors justement, en parlant de ces arguments, est-ce qu'on a un autre extrait d'Emmanuel Macron justement qu'on pourrait écouter? Voilà. On l'écoute. On l'écoute. Car ne nous trompons pas, rien n'est joué. Et le débat que nous aurons dans les 15 jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe. Voulons-nous d'une France indépendante parce que forte sur le plan scientifique, technologique, économique et militaire, agricole et culturel? Voulons-nous d'une France qui, par le plein emploi et par le sérieux, est capable de financer son État-providence, nos retraites, notre école, notre hôpital et nos services publics? Voulons-nous d'une France qui relève le défi climatique et écologique par le nucléaire, les énergies renouvelables, la sobriété énergétique et la planification écologique? D'une France où, par l'écologie, les factures de chauffage se réduiront et la voiture électrique pour tous viendra remplacer les coûte-pleins d'essence? Voulons-nous d'une France plus juste pour nos outre-mer, pour tout le territoire, pour notre hexagone? Voulons-nous d'une France qui, face aux crises en cours et à venir, continue à faire confiance à la science, à la raison,
à la compétence, comme nous l'avons fait ces derniers mois et ces dernières années. Je veux une France qui lutte résolument contre le séparatisme islamiste, mais qui, par la laïcité, permette à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte. Et pas une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion, ce n'est pas nous. Donc, Florent Gbagbo, Emmanuel Macron qui appelle au grand rassemblement, lancer un grand mouvement d'unité politique dans le pays et qui emprunte très clairement, là, par rapport à notre discussion, les mots de Jean-Luc Mélenchon, planification écologique, et parle aussi énormément d'écologie, de sobriété, de climat. Voilà le paysage posé pour le deuxième tour. Ouais, d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a dit au tout début de l'émission, à savoir qu'il y a plusieurs fois l'idée sur laquelle Emmanuel Macron n'aurait pas réussi sa campagne. Pour moi, une campagne électorale, c'est d'abord à faire connaître les candidats et leurs propositions. En fait, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres propositions que celles d'Emmanuel Macron qui ont autant imprimé que celles de la retraite et du RSA ? En fait, il a dit des choses qui ne sont pas négligeables à l'intérieur et qui ont beaucoup imprimé. De mon point de vue, le fait qu'il aurait raté sa campagne électorale, il est discutable. Et là, ce qu'on voit ce soir, pour moi, le message le plus important, c'est celui qui est passé en dessous et qu'on n'a pas pu entendre, à savoir qu'il a appelé à la construction d'un grand mouvement politique d'union et d'action, je crois, ou d'unité et d'action, qui serait en fait fondamentalement, c'est un peu jusque-là, avant 2017, on avait deux grands partis de gouvernement. En fait, ce qu'ils nous disent, j'ai envie de faire un grand parti de gouvernement aujourd'hui et d'appeler tous ceux qui ont envie de gouverner en France à venir avec moi pour qu'on fasse ce grand parti qui est très à l'aise pour gouverner dans cette mondialisation libérale et que tous ceux qui sont pas à l'aise avec le système tel qu'il existe, vous inquiétez pas, il y a d'autres partis pour vous. Mais en revanche, nous, on va tous s'unir là derrière et probablement, et tout à l'heure, Emilien disait des choses là-dessus, c'est qu'on va avoir dans les jours qui arrivent et dans les investitures pour les élections législatives des choses importantes qui vont se jouer dans la capacité d'Emmanuel Macron à continuer à rallier autour de lui et de son mouvement politique des personnes qui viennent encore d'autres, qui sont encore avec d'autres étiquettes actuelles. Son objectif, et depuis 2007 tout le raconte, c'était de devenir le seul et dernier parti de gouvernement en France. Et quand on va à ça du premier tour de la présidentielle, on se dit que pour l'instant il est sur le bon chemin. Beaucoup de ralliements donc à prévoir dans les prochains jours si on vous écoute de toutes parts pour Emmanuel Macron. On va terminer cette émission. Merci à tous. D'ailleurs, Thibaut nous a épinglés, parce qu'on a été un plateau uniquement masculin avec Valentine, et tu avais bien raison de le faire. Je rappelle quand même que nos contenus vidéo sont un contenu paritaire dans Mediapart, mais bon, en effet, là, pour ce plateau, en effet, ça n'allait pas, et on le reconnaît tout à fait, et tu as bien fait de l'épingler.